Pierson. C'est un peu long tout ça, Jean-Pierre. Je savais que tu allais le dire. Et je me demandais quand tu allais le dire. Tu fais comme Luc en fait, tu fais exprès d'écrire 100 pages de trop pour pouvoir les retirer. Oui. Tu sais qu'il y aura du texte que je vais te dire que c'est trop Oui, mais je compte que tu le coupes au montage. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Livre-toi, le magazine du livre de l'actualité culturelle. Nous sommes à Marche-en-Famenne, dans la librairie du service du livre luxembourgeois, pour y accueillir Luc Templier. Merci au passage à toute l'équipe pour son accueil. Luc, tour à tour comédien, metteur en scène, conservateur du musée de la Famenne, il est aussi chercheur en calligraphie et il se définit copiste lorsqu'il calligraphie les livres entiers sur des petits feuillets. Il a reçu, rappelons-le, le prix Godefroy Culture en 2012 pour l'ensemble de son travail artistique. Nous le recevons aujourd'hui à l'occasion de son roman Les derniers jours du mois, paru dans la collection Plume de Coq chez l'éditeur Olivier Weyrich. Luc Templier nous rejoint. Luc, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Vous écrivez comme un fleuve qui doit couler, écrivez-vous notamment. Comment travaillez-vous? Est-ce que vous pratiquez la technique de Gustave Flaubert du gueuloir? Exactement. Exactement, d'où cette phrase d'ailleurs. Ouais. Effectivement, je mets toujours mes textes à l'épreuve de la voix. C'est pour ça d'ailleurs que je mets souvent en scène aussi mes textes, que ce soit des romans ou des essais, parce que quand je pratique justement l'épreuve du gueuloir, je me dis tiens, c'est peut-être intéressant ce texte de le mettre sur la scène, et je vois souvent un comédien qui le dit, et ça doit couler comme un fleuve. En effet, il ne doit pas y avoir de barrage, de rupture trop visible. Les derniers jours du mois, un roman qui porte sur la quête d'identité de l'homme, en tout cas du mal. Oui, mais de l'homme. Ça pourrait être l'héroïne ça pourrait être une femme, hein, en fait. Ouais. J'ai décliné en effet sur scène dans Les derniers jours du mal plutôt l'aspect masculin de cette recherche. Mais là, il s'agit bien d'une quête d'identité, un homme qui part à la recherche de lui-même suite à un choc existentiel. Et dont le roman commence sur le héros, un soldat dont on ne sait pas le nom, qui, au retour d'une mission de guerre, découvre son nom gravé sur le marbre du monument de sa commune. Voilà, on l'a cru mort, personne ne l'a regretté, personne ne l'a pleuré, on a revendu ses biens et ça lui procure une sorte de choc existentiel. Je voulais comme ça dépouiller dès le début ce héros pour que ce choc le porte d'une manière nécessaire à la recherche de lui-même. Et parallèlement, vous avez créé une pièce de théâtre sous le titre Les derniers jours du mal. Oui. De nombreux comédiens. Oui, on était une troupe de 14 personnes, il y avait 10 comédiens. Donc ce héros du roman était décliné à travers 5 personnages qui représentaient en quelque sorte un peu tous les personnages que nous portons nous-mêmes en nous. Hein. On porte tellement de personnages et de masques que ce serait, comme dit le héros, plus commode de parler de soi en disant nous plutôt que je, tellement ça grouille à l'intérieur. Pour être un homme, il faut être comme ci, comme ça. Il y a un tas de rumeurs. Un homme ne pleure pas. Les mâles sont responsables de faits de violence. Oui.
C'est vrai que je suis parti de ce constat. Il suffit de regarder les informations le soir et de voir les titres et les violences dans le monde. 90% des violences sont imputables aux hommes. C'est un pur constat. Et partir de ce constat, c'est assez terrible pour un homme comme vous, comme moi, de constater que nos congénères sont responsables de cette violence dans le monde. Alors, qu'est-ce que l'on fait, même si nous-mêmes, nous ne sommes pas acteurs, eh bien, comment peut-on, que peut-on faire? Moi, en tant qu'écrivain, voilà, je peux écrire un roman, par exemple, et poser peut-être plus de questions que de réponses. Mais en tout cas, poser les bonnes questions par rapport à nos éducations, évidemment, par rapport aux clichés, et comment faire pour s'en éloigner, justement. Lâcher tout et repartir table rase. Mettre sa peau sur la table, comme disait Céline, mettre sa peau sur la table, et puis, en vérité, partir à la recherche de soi-même, refaire sa propre éducation. Le fil conducteur du roman, ce sont les carnets que le héros adresse à son psychiatre, le docteur Lucien Robinet, et il écrit ces carnets sur conseil de son psychiatre. Nous découvrons à la page 23 de toutes les questions que je me posais alors, qui ne manquèrent pas durant cette période transitoire dite année de crise aiguë, de tous les pourquoi, les comment, celle qui devint alors lentement dominante fut celle qui touchait au moi, cette substance interlope qui joue les divas. J'essayais à tout prix de savoir ce qui se cache derrière ce gros mot de 2 lettres qui nous enferme et veut parler en notre nom « je ». Un jeu de hasard, un jeu de dupe, un drôle de jeu de rôle. Peut-on lire Oui, quand on part à la recherche de soi-même, on est souvent bien surpris de découvrir beaucoup de personnages et beaucoup de masques. Et c'est bien difficile parfois de les laisser tomber parce que c'est une habitude que l'on a prise depuis l'enfance parfois. En fait, un tas de versions de nous-mêmes étaient possibles dans notre jeunesse, dans notre enfance et même au début de l'âge adulte. Un tas de variantes étaient possibles de nous-mêmes. Mais on choisit, en fonction des situations que l'on rencontre, d'être fidèle à tel ou tel aspect de notre que l'on croit être notre personnalité, mais qui fonctionne à merveille avec l'autre. Et en fait, on ressemble plutôt à un masque qui convient à l'autre plutôt qu'à une personnalité. Le moi est une prison. Le moi, tant que l'on n'a pas fait, à mon avis, une introspection courageuse, est une prison. Et il ne s'agit pas de rendre la prison plus confortable en y mettant des fleurs vous voyez ce que je veux dire, le moi, de rendre un moi plus confortable. Mais il s'agit de s'évader de cette prison, de sortir de cette prison pour se retrouver peut-être nu à l'extérieur, mais d'avoir cette possibilité et ce courage de se recréer. C'est un art de vivre que je fais allusion, évidemment. Quand on sort de la prison, on est condamné à un art de vivre. On doit recréer absolument toute sa vie. Mais on rechoisit, peut-être que l'on rechoisira d'ailleurs des choses du passé, bien entendu, mais on les choisira vraiment. Ils ne seront pas imposés par des dictats extérieurs. C'est nous-mêmes qui l'aurons choisi. Et puis nous sommes alors condamnés à traverser nos ombres, nos ténèbres. C'est Marguerite Yourcenar qui disait que pour changer, on est condamné à passer par la tombe. Et je crois fort en ça, c'est qu'on change plus sûrement à l'intérieur de nos ténèbres que à l'abri dans la lumière des autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important de travailler, de traverser ces ténèbres. Tellement de personnages en nous, vous évoquiez des passagers clandestins, risquez-vous, qui serait le plus judicieux de dire nous pour parler de soi, tant ça grouille. Et dans cette mutation, il y aura une première phase de trempette. La merditude virginale. Oui. Racontez-nous. Mais c'est-à-dire que ce personnage part à la recherche de lui-même avec quand même un soupçon d'espoir de peut-être trouver une sorte d'éveil au bout
de cette quête, donc de se trouver vraiment lui-même. Mais il dit, tant de mots ont revêtu cet état d'éveil dans le passé, comme le royaume des cieux, ou l'Atman, ou la nature de Bouddha, etc. Et il dit tout ça, ça sent le roussi, ça sent le vieux, ça sent le fagot, ça sent... il faut réinventer un mot. Et autant, puisque ce héros a quand même un peu d'humour, autant lui donner un nom ridicule. Et il lui donne ce nom de trompette. Mais ce mot, oui, il va la trouver finalement, cette trompette, parce qu'il s'agit bien d'une immersion dans quelque chose de nouveau. Donc, il ne s'agit pas d'une construction. Je dis souvent qu'il faut être prêt à se noyer dans le lit de sa propre rivière, explique votre héros. Exactement. Ou se donner soi-même un bon coup de pied au cul, ou si vous préférez, être le couteau qui taille son propre manche. Et tout se justifie dans l'être humain par la peur qu'il a de vivre. La peur qu'il a de vivre, et je pense la peur qu'il a de changer. Le maître mot pour moi, ça reste l'audace. On a souvent tendance à attendre que la vie change autour de nous, alors que c'est quand même à nous de changer. Et la vie peut-être change alors un peu autour de nous. Mais c'est le maître mot pour moi, c'est l'audace. De l'audace, encore de l'audace, et toujours de l'audace. Et on devrait faire chaque... De l'audace. De l'audace. On devrait faire chaque jour un petit acte qui nous fait peur. Parce que sinon on reste dans le connu, on reste dans ce que l'on sait faire. On fait toujours plus la même chose. Et chaque jour, si l'on fait un pas à l'extérieur de cette zone où l'on retourne toujours ce que l'on sait faire, si on ne fait pas un pas à l'extérieur, on n'a aucune chance de changer. Et pour ça, il faut de l'audace. La deuxième étape dans cette reconquête de lui-même, c'est une phase de dégoût du mal qu'il est. Oui. Et il esquisse le désir de devenir la femme qui est en lui. Notre humanité se divise un peu enfin, il y a les hommes, il y a les femmes, un peu comme les deux ailes d'un oiseau, quoi, hein. Et s'il y a une aile qui est blessée, l'oiseau ne vole plus. Et c'est un peu le cas aujourd'hui. La féminité dans le monde est vraiment piétinée, il faut bien le dire. Même si aujourd'hui elle prend de plus en plus de place. Mais je pense que je ne me fais pas trop d'illusions sur les femmes non plus, hein, mais en tout cas sur la féminité. Ouais. Sur cet aspect de la féminité dans le monde qui manque cruellement, ça j'y crois fort, vraiment. Alors la dernière phase, c'est ce que vous appelez dans un chapitre la mue. Oui. Et c'est assez bouleversant. Le fond des abysses, je l'ai atteint un soir de pleine lune dans les rues de Bruxelles, une chaude soirée de juillet, le 25 si ma mémoire est bonne. Mais quelle importance, puisque j'ai volontairement oublié l'année. J'étais venu à Bruxelles pour y admirer l'assassinat de Marat, la toile de David peinte en 1793 au Musée Royal des Beaux-Arts. Je vous laisse deviner pourquoi. Après cette visite culturelle en fin de journée, j'errais aveuglément, guidé par le hasard, mon étoile du berger, dans un quartier désert, quand, dans une impasse où je ne m'étais jamais aventuré, je tombais nez à nez avec un mendiant. Une pauvre loque avachie sur le sol, esselée, comme une bête se dérobe pour rendre son dernier râle. Allez savoir pourquoi, je me suis immédiatement reconnu dans cet animal. N'avais-je pas été moi aussi un mendiant lorsque j'avais sacrifié ma vie pour de vils idéaux, qu'étant la reconnaissance, ma pitance quotidienne? Dans quelles humiliations m'étais-je alors vautré pour un seul geste de gratitude et un geste de bienveillance? Un mendiant, vous dis-je, jamais sûr de mériter un sou de tendresse, ni le moindre geste d'encouragement, à cause de l'imposture. J'ai d'ailleurs le sentiment qu'il y a un syndrome que nous partageons tous, certes à des degrés divers, je vous l'accorde, mais qui est celui d'un imposteur. Pour ma part, je vais vous dire, en tout et partout, de haut en bas, et de toutes les manières, je me sentais illégitime. Usurpateur du sol au plafond, abusant du monde.
plus faux que moi, tu meurs. Car je ne vous cache pas qu'avant l'épisode du monument aux morts, j'avais passé plus de temps à mentir dans les réputations du jeu social, derrière des maquillages de circonstances, qu'à me confronter debout à ma vérité. Et puis, il se dénude, il se déshabille, il confie ses vêtements aux mendiants. Cette phase de débrouillement est indispensable. Oui, je pense que c'est le cœur du roman, hein, cette rencontre avec le mendiant et ce dépouillement total. Il rentre dans les vêtements du mendiant, comme cela, comme une chrysalide. Et peut-être que cette chrysalide va l'aider dans cette renaissance à laquelle il aspire. Un livre chargé de références artistiques, Oui. on ne se refait pas. Ben, c'est ma formation au départ. Oui. Et je voudrais évoquer cette couverture du livre qui est une peinture de Gustave Courbet, oui. Dont j'ai oublié les titres. Ça s'appelle Le Désespéré. Mais je n'y vois pas nécessairement un désespéré. Moi, j'y vois vraiment l'image de l'introspection. Ce qui est formidable, c'est que c'est un autoportrait de Courbet. Je trouve que c'était la couverture qu'il fallait. Moi, je l'ai proposé à Weyrich, aux éditions Weyrich, qui a accepté immédiatement. Je trouve que c'est un face-à-face extraordinaire. Avec ce regard. Ce regard, et quand on est en face de ce tableau, on se regarde soi-même, alors que ce n'est pas nous, évidemment, mais on se regarde. On se regarde aussi dans cette introspection brûlante. On doit traverser l'enfer pour se trouver, quoi. Et c'est cela que l'on ressent devant cette peinture. Merci, Luc Templier. Jean-Pierre. Alicia. Bonjour, Alicia. Merci d'être venu au sein de la librairie du service du livre. Oui, et merci de faire une pirouette pour annoncer la prochaine émission autour du livre. Oui, sur cette Jetons antenne. l'encre, ce sera déjà dans 15 jours. On se retrouve donc sur cette même chaîne. Ah, ciao. Ciao. Ah, ciao. Ah, ciao. Ah, ciao. Ah, ciao. Voilà, impeccable.